J'aime à croire que ces applaudissements sont pour moi et mes amis cadreurs avec qui nous passons 3 jours. Mais je sais qu'ils s'adressent déjà au trio qui va bientôt arriver sur scène. On l'a découvert il y a quelque temps au Mermoz, qui avait fait l'objet d'ailleurs d'une première masterclass il y a combien 2 ans et demi. On était très heureux de la découvrir sur cette grande scène. On est encore plus heureux de la retrouver. Manon Fleury, aujourd'hui accompagnée de Lorraine et Manon, du restaurant Elsa à Monte-Carlo. Bonjour mesdames. On peut continuer à les applaudir, effectivement. Je peux vous dire qu'elles en ont besoin aussi. On y va ? Ouais. Comment ça va ? Très bien. Oh, c'est fort. Donc, faut que je me calme. Mais ça va super. Faut que je parle normalement. Exactement, Manon. Le but du jeu, c'est de parler normalement et de faire ce que tu sais faire par cœur, c'est-à-dire nous parler de ta cuisine et la faire avec tes camarades. On s'est quitté il y a donc à peu près 2 ans et demi sur cette grande scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne va pas revenir sur l'ensemble des événements internationaux, mais juste pour toi. Et on te retrouve aujourd'hui à Monte-Carlo pour encore quelques semaines ? 3 semaines. Explique-nous alors. Donc en fait, à la fin du Mermoz, le but, c'était d'ouvrir un restaurant à Paris. Il y a eu une crise qui est passée par là. Donc le projet à Paris a été un petit peu retardé. Et donc, il y a eu une opportunité qui est arrivée au printemps, au mois de mars, de venir cuisiner dans un endroit un peu particulier, à Monaco, plus précisément à Roquebrune-Cap-Martin, dans un restaurant qui s'appelle Elsa, dans un lieu et dans un cadre assez exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça. C'était une opportunité incroyable de cuisiner dans ce cadre, au bord de la mer, avec une terrasse qui surplombe la mer. Et quand je connais mon adoration pour la cuisine méditerranéenne, c'était une opportunité en or. Est-ce qu'on ne verrait pas quelques images ? On peut regarder quelques images. Je vous préviens, c'est une vidéo amateur. Tournée par une de mes cuisinières qui s'appelle Justine. Donc là, vous voyez le cadre du restaurant, la mer, vraiment qui est omniprésente, etc. Et en fait, on s'est retrouvés dans un cadre auquel on n'était pas vraiment habitués, parce qu'on est tous plus ou moins parisiens. Il y avait quelques personnes qui étaient déjà en place dans la cuisine, mais la moitié de mon équipe était parisienne, et donc on a fait face à ce cadre qui est quand même un peu splendide. Là, vous pouvez voir la terrasse, qui est quand même assez incroyable. Et Manon, je te coupe, mais tu dis que vous n'étiez pas habitué. C'est pas exactement là qu'on t'attendait non plus, si je peux me permettre. Non, c'était peut-être pas là qu'on m'attendait. Il faut savoir qu'à Monaco, il y a beaucoup de grands restaurants Merci tenus de le rappeler. par, en tout cas, où sont en place des grands chefs, dont on a une musique qui démarre avec des images de voitures de sport qui sont un peu omniprésentes dans le cadre monégasque. Et on a aussi découvert ça. Donc tu parles, en fait, les voitures font quasiment partie du terroir. Exactement, elles sont vraiment le bruit des voitures, etc. Effectivement, quand on me connaît un petit peu, on n'imagine pas vraiment que je puisse m'intéresser aux voitures de sport, etc. Donc on a fait face à un luxe auquel on n'était pas habitué, parce que moi j'ai travaillé dans des grands restaurants à Paris. Pas que à Paris. Comment ? Pas que à Paris. Pas que à Paris, évidemment, aussi un petit peu à l'étranger. Et donc j'ai été habituée à un luxe un petit peu moins ostentatoire. Et donc, ce qui nous a amené, parce qu'en fait, on a pris le challenge de venir cuisiner à Monaco, de prendre cette place aussi dans un restaurant, dans une société qui est la SBM, la Société des Bains de Mer, qui n'a jamais accueilli beaucoup de femmes chefs. Et donc, pour moi, c'était vraiment l'opportunité de prendre cette place et de montrer qu'une jeune femme, une chef, était capable de prendre les rênes d'un restaurant étoilé, donc qui a une étoile, et de faire une saison et de imposer ma cuisine aussi là-bas et ma vision. Donc restaurant Elsa à Monte-Carlo, à partir donc du début de l'été jusque dans 3 semaines, on parle d'une expérience qui est finalement
courte et en même temps qui a été déterminante dans ta transformation et la mutation que tu es en train d'opérer, avec quand même toujours cet objectif d'ouvrir ton restaurant. Exactement, toujours d'ouvrir mon restaurant et puis toujours de garder une sorte de cap. Et ça, je pense que c'est très important quand on a une personnalité dans la cuisine. C'est peu importe l'endroit où on va aller cuisiner, de garder une personnalité et garder une éthique. Et moi, je suis toujours fidèle à mon éthique et on a essayé de la conserver. Je vous présente Lorraine, ma sous-chef, avec qui on a construit ce projet et qui a été là, qui m'a épaulée pendant ces 3 mois. C'est pas simple parce que moi j'avais jamais non plus travaillé dans un restaurant saisonnier, il faut aller très vite. Et en 3 semaines, on a mis en place une carte de 17 plats et on a changé pendant la saison 3 fois la carte, donc on a sorti une 50aine de plats. Et ça, moi je l'avais jamais fait, faire des 50 fiches techniques, je l'avais jamais fait non plus. Donc ça c'était vraiment un challenge aussi, avec des plats aboutis. Dans un cadre, dans un hôtel, tout ça c'était tout nouveau. En posant une cuisine gastronomique, différente de celle du Mermoz, puisque la cuisine du Mermoz c'était quand même une cuisine de bistrot. On s'en souvient, il y avait ces bouillons d'épluchures aussi, des choses qui étaient dans une démarche très éco-responsable, qu'on va retrouver ici évidemment, mais avec une forme de modestie nécessaire. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à vous parler du premier plat sur lequel on a travaillé et qui a été un peu comme un déclic au départ, c'est qu'on avait fait une carte, on s'est dit forcément, avec une clientèle comme la clientèle monégasque, il va falloir faire un peu de produits de luxe, etc. Produits de luxe, moi je cuisine jamais de caviar, j'ai un engagement, pas cuisiner de caviar, pas cuisiner de foie gras, pas de truffes. Donc on s'est dit qu'il fallait quand même mettre quelques poissons, des beaux poissons. Ce qu'on appelle les poissons nobles. Poissons nobles, le loup de Méditerranée. Surtout les poissons chers en fait. Poissons chers. Et moi, j'ai pas vraiment l'habitude non plus. Donc on a mis des poissons comme ça. Et en fait, on avait aussi mis un plat à base de sardines, qui est un plat en fait, que j'ai créé juste un mois avant de commencer au Elsa pour un événement qui est l'événement Respiro. Elle est en train de... Elle va foutre le feu déjà, Lorraine. Il y a un problème de chalumeau, Lorraine? Aucun problème. Tu nous parlais de ces sardines. Attendons de les voir avant qu'elles se transforment. Effectivement. Mais on les a là aussi. Mais tout à fait, justement. Et donc, ce plat, c'était un plat que j'ai créé pour un événement avec Fulgurance. Je ne sais pas, Sophie Gornibert m'avait dit qu'elle serait dans la salle, mais je ne la vois pas. On connaît bien évidemment Fulgurance, Omnivore. Fulgurance qui avait fait un événement autour du cinéma et autour d'un film qui s'appelait Respiro, qui était un film qui se passait à Lampedusa. Et j'avais créé un plat typique sicilien qui était en fait une retranscription d'une scène du film. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est aussi d'amener cette culture dans la cuisine, etc. Et c'était un super beau projet. Et j'avais créé ce plat de sardines, qui est en fait un plat, on pourrait dire un plat du pauvre remasterisé. Sinon, c'est les sardines à la sicilienne, c'est un plat avec du pain, de la chapelure, du citron, etc. C'est très simple. Et donc, je l'ai retranscrit et je me suis dit que c'était quand même un plat qui parlait énormément dans un cadre méditerranéen. Le choc sémantique, c'est-à-dire un plat de pauvre, des produits volontairement très simples, basiques, et un cadre et un univers effectivement qui à la fois est très très loin de là d'où tu viens, en tout cas professionnellement, et qui n'a pas l'habitude. Donc l'idée, c'est comment ces deux mondes vont pouvoir se rencontrer et se retrouver simplement. Exactement. Et là où ça a été très intéressant, c'est qu'en mettant cette sardine à la carte, on s'est mis à vendre beaucoup plus de sardines que de turbo. Et on s'est dit, ah ouais, c'est fou, mais pourquoi ça fonctionne autant? Et en demandant des retours de clients, on s'est aperçu que ça plaisait autant parce qu'il y avait des gens qui nous ont dit, j'ai l'impression d'être sur la plage à manger du poisson grillé. Et là, sur la terrasse du Elsa, c'est un bonheur incroyable. Et là, on s'est dit, ah oui, en fait, ça fait partie d'une nouvelle définition du luxe. C'est-à-dire que les gens, quand ça évoque un souvenir avec une retranscription assez juste de ce qu'ils peuvent ressentir quand ils vont manger un poisson grillé sur la plage, bien sûr, c'est peut-être plus fort qu'un morceau de turbo qui n'a pas vraiment de sens. Et alors,
Peut-être Lorraine peut nous rejoindre à nouveau cette fois-ci. La marinade, avant de les faire flamber, ces sardines, est-ce qu'on peut en dire un petit mot, puisqu'on entend donc le côté poisson grillé, on imagine qu'ils vont terminer au feu, mais qu'est-ce qui se passe avant ? Avant, c'est très simple, c'est juste des sardines marinées dans l'huile d'olive avec un zeste de citron qu'on laisse quelques heures avant le service. Est-ce qu'on va désarrêter ces filets de sardines ? Ah oui, donc le luxe se paye. Voilà. Donc il y a du job avant et on désarrête les sardines. C'est peut-être là où quand même on reste à Monaco. Effectivement, okay. Le soin. Et c'est ça aussi qui contrebalance le fait de pouvoir utiliser des produits, disons, moins nobles, plus modestes. C'est le travail derrière du cuisinier qui va mettre en valeur ce produit considéré moins noble. On va passer du temps à désarrêter des sardines et on va essayer de les mettre en valeur pour qu'il y ait cette justesse dans l'assiette. On aurait bien aimé la voir, cette sardine, du coup. À quoi elle va ressembler au final ? Et donc, en fait, on retrouve un peu des éléments typiques de la cuisine méditerranéenne. Hein. Donc là, on a une espèce de petite pâte à base d'herbes et de fruits secs qu'on vient mettre en dessous, qui est un peu le socle du plat et qui vient apporter aussi de la fraîcheur aux sardines. Vous savez, en fait, du coup, c'est un peu un croisement aussi avec les sardines à la chermoula. On n'est pas loin de ça. Et on a essayé beaucoup de travailler au Elsace sur vraiment cette influence aussi méditerranéenne, du bassin méditerranéen en général, en fait. Et donc, on vous a parlé des arêtes de sardines. Et les arêtes de sardines, on les utilise pour faire un jus. On récupère toutes les arêtes. Ça, c'est... On parle souvent de la... On en a beaucoup parlé de la cuisine... Tu dresses ? On y va ? De la cuisine zéro déchet. Et en fait, pour moi, il faut bien rappeler que c'est quelque chose qui fait partie du bon sens. Et utiliser les arêtes de sardines, pour nous, ça fait sens de ne pas les jeter, de ne pas les mettre à la poubelle. On en fait un jus, on les torréfie, et on va en faire un jus assez réduit. On vous montrera tout à l'heure. Et ce qu'on a construit au Elsace, c'est qu'en fait, dans tous nos plats, on essaie de trouver des complémentarités. Et donc, les arêtes de sardines, on va s'en servir ensuite, on va en faire ce jus, et on va s'en servir sur un autre plat. Et ça, dans notre carte du Elsa, on avait des petites astérisques qui faisaient qu'il y avait des rappels où les gens comprenaient que les arêtes de sardines étaient utilisées sur un autre plat, que vous retrouverez à la fin. À la fin de cette démonstration. De cette démonstration. Très bien. Donc là, Lorraine, elle ajoute quelques petits morceaux de cébettes qui ont été mis en pickles. C'est pour amener donc l'acidité. Il y a un côté très condiment. Ça, on joue beaucoup. Vous allez le voir dans toute notre cuisine. On joue sur les condiments, là-dessus, moi j'ai toujours sur des balances d'acidité, de gras, de côté aromatique avec les herbes. Et voilà. Est-ce qu'il a été facile à faire comprendre quand même ? Parce que la démarche, on l'a bien comprise. La réalisation, on la voit. Mais on peut aussi se dire que, au départ, en tout cas, en salle, c'était peut-être un peu plus difficile. Tu as dit que les retours étaient très positifs, mais j'imagine que c'était un petit pari quand même aussi d'en vendre davantage que du turbo. Oui. Au début, j'ai eu un petit peu peur parce que c'est pareil, moi j'avais jamais fait ça, mais je suis allée faire le tour des tables au début et je me suis confrontée à cette clientèle monégasque qui est assez rude. Je me suis dit, bon, tu avais l'habitude de la clientèle parisienne qui est très exigeante et c'était quand même très différent. Et je me suis retrouvée à une table, je pense 2-3 jours après le commencement de la saison, à une table où une dame m'a dit vous m'avez servi de la queue de poisson, moi je ne mange pas de queue de poisson. Ça se passe comme ça dans les grands restaurants, mademoiselle, vous devez apprendre qu'on ne sert pas de la queue de poisson. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, et je lui ai dit écoutez, la prochaine fois je vous servirai une autre partie du filet, mais nous on utilise toutes les parties du filet, on ne jette rien à la poubelle. Et ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, bon, quand même, il y a quand même un état d'esprit à faire changer où je pense qu'il y a certains clients qui sont très habitués à ce que les choses soient très propres et qu'il y a certaines parties des aliments qu'on ne voit pas, finalement. On ne va pas lui jeter la pierre à cette dame, mais ce serait peut-être lui permettre de comprendre que le Louis XV, par exemple, qui doit être pas très loin de chez toi, Alain Ducasse, il était avec nous samedi, sa première bouchée
pas au Louis XV, mais à Paris, c'était une arête de sardines Bien sûr. servie dans ce palace. Donc on sent s'inscrit aussi qu'il se passe quelque chose, pas simplement effectivement à Paris, mais et à On Monaco. s'inscrit tout à fait dans la même philosophie que le courant de la naturalité de M. Alain Ducasse et de Romain Médère. Bien sûr. Un petit trait d'huile d'olive. Donc là, on a terminé avec une chapelure, quelques morceaux d'herbe, quelques feuilles d'aroche. Et cette chapelure, elle est très importante parce qu'elle apporte du croustillant. Elle rappelle aussi vraiment ce poisson, vous savez, les poissons frits qu'on peut manger en Italie. Et donc, il y a vraiment, je pense, ce côté, cet enveloppement qu'on apporte avec tous ces éléments, avec tous ces condiments. Très bien, on va la présenter juste ici. Magnifique première Est-ce que tu veux assiette. goûter ? Je goûterai avec plaisir, mais je ne vais pas casser cette belle assiette. Je vais prendre un petit filet. Voilà. T'es d'accord pour que je prenne... Un petit filet de sardine, Ouais. bien sûr, avec les doigts. Bah oui. Hop. Je rigole parce que je pense au moment où vous l'avez désarrêté. Quand je l'ai dans ma bouche. Parce qu'évidemment, la sardine, c'est un poisson gras qui a beaucoup de goût, qui est vraiment puissant et en même temps d'une grande finesse. Et que normalement, on a quand même le goût des arêtes et ces petits picotis. La petite tomate. Et là, on a quelque chose de très soyeux. C'est très agréable. On ne pouvait pas, évidemment, ne pas parler de tomates le 13 septembre pour évoquer un restaurant qui se passe au bord de la Méditerranée, n'est-ce pas? Ben, c'est un choix difficile, la tomate, quand même. Alors pourquoi? Parce que c'est revu et revu et revu et revu. Et il fallait quand même s'y attaquer. Donc, on s'y est quand même attaqué. Ce plat, il est parti d'une envie de sauce tomate, en fait, un peu. Et d'un travail sur l'acidité. Et donc, on a allié deux ingrédients, la tomate et la groseille, qui sont quand même des aliments tous les deux très acides. Et on vient encore balancer avec un certain nombre de condiments, qui sont quand même un peu la base de notre cuisine, de la cuisine qu'on a construite. Tout ça aussi dans un rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, dans la balance qu'on a voulu donner dans nos plats, pour pas trop déstabiliser la clientèle à laquelle on avait affaire. Donc un petit peu de radicalité dans l'acidité de la tomate, qui réveille et qui chamboule un petit peu. Et on va voir qu'on essaie d'accompagner le client et de pas trop le perturber. Pensons à cette dame qui mangeait une queue de poisson. Essayons de se mettre dans sa tête et de lui faire plaisir quand même avec une tomate. Voilà, c'est ça, exactement. De pas trop la perturber. Et je pense que, en tout cas, on a eu des bons retours. Je suis venue assister ce matin à la masterclass de Chiara. Chiara Pavone, Voilà, chef de Vénissa. italienne, qui Ouais. disait beaucoup de choses en commun qui m'ont beaucoup touchée. Et elle parlait de sa relation à la protéine animale. Et évidemment, je pense encore une fois à Romain Médère, mais on a essayé de diminuer la protéine animale. On n'a plus qu'une viande à la carte pour faire plaisir à certaines personnes. Mais si ça tenait qu'à nous, je pense qu'on aurait supprimé la viande, par goût, par engagement aussi écologique. Dans un lieu comme Monaco, où on trouve des restaurants de grill, des restaurants italiens qui font des raviolis farcis au bœuf de Wagyu. Donc voilà, tout ça, c'est quand même assez aussi intéressant. Et aussi parce que, voilà, notre goût avec Lorraine, avec Manon, c'est d'aller vers ce travail sur la cuisine végétale, sur comment, avec le végétal, on peut retrouver la texture de la viande, du produit carné et animal. Tu fais référence aussi à cette aubergine qu'elle a cuit, hein, c'est-à-dire dans cette gangue, avec cette sauce qui rappelait le jus du rôti, mais évidemment qui était une sauce à la levure. Exactement. Et Vous ces verrez herbes aromatiques, ça a dû te plaire, j'imagine. Oui, et vous verrez ça fait écho à autre chose qu'on vous prépare. Donc là, en fait, j'ai simplement coupé la tomate, une tranche de tomate qu'on a coupée en deux. À ce moment-là, on la met au four pendant à peu près une trentaine de minutes à 100 degrés pour la faire confire vraiment tout doux. L'idée, c'est de la faire cuire pour éviter ce côté tomate crue
Magie. Un tout petit peu. Magique. C'est ce côté tomate crue, un petit peu désagréable. Vous savez, ce jus de tomate. Tu dirais ça, toi? Oui, moi je trouve que désagréable. Pas désagréable, mais je trouve que la tomate cuite, si on garde de la texture, elle peut être super intéressante. C'est une des définitions de ce goût l'umami, c'est-à-dire quand on va se retrouver avec une tomate un peu confite, Ouais. le goût devient quasiment indescriptible. Effectivement, on ne sait pas exactement si c'est acide, sucré, et on dit que c'est un des moyens de pouvoir comprendre pour nos pauvres palais français l'umami. Et donc là, on a une petite tranche de tomate. Donc là, elle sort du four, elle a été remise un tout petit peu à température ambiante. Elle est passée au frigo parce qu'on l'a refroidie pour qu'elle soit quand même bien fraîche. Et donc ensuite, on la dresse. Tu cherches à la servir froide, hein? Froide, Okay. Elle est froide. Très bien. Alors, il faut toujours une petite spatule. On est là. Tu l'as? Ouais, super. Donc en fait, on va dresser cette petite tranche de tomate. Et là, on va venir jouer donc avec la groseille. La groseille, c'est pareil, Caral parlait beaucoup de fermentation ce matin. Donc on a travaillé sur de la groseille fermentée, groseille au vinaigre en pickles et groseille fraîche. Donc je viens mettre mes morceaux de groseille sur le dessus. Là, c'est ma groseille fermentée, groseille fraîche, groseille en pickles. Là, on traîne toujours vraiment sur l'acidité, le sel un peu avec la groseille fermentée au sel. Quelques capres frites. On est toujours un peu pas loin de l'Italie. Hein. On y a pensé. Je peux te faire goûter ça, c'est assez bon. C'est gourmand, ça. C'est un petit bonbon salé. Là, on a fait une haute tomate prise légèrement en gelée, qui vient apporter de la fraîcheur. On travaille vraiment sur la fraîcheur. C'est ça aussi le contraste de ce plat, c'est vraiment le confisage de la tomate et en même temps, avec, vous voyez, tu vois la capre frite, c'est assez chaud en fait. Carrément. Et on balance avec Manon, s'il avait fallu imaginer la tomate, disons modégasque, version 1.0, ça aurait ressemblé à quoi? Moi, j'ai le souvenir d'une masterclass que j'avais fait avec Giovanni Passerini il y a quelques années, où il avait eu le sentiment à un moment de lâcher prise et d'arrêter de faire la cuisine qu'il pensait que ses clients attendaient. Oui. Et il avait fait une sorte de comparaison de deux assiettes. Oui. S'il avait fallu se dire, tu fais la recette de tomates attendue par cette clientèle, ça aurait ressemblé à quoi? Je pense que ça... peut-être à ça. Eh bien, souhaitons-leur. C'est un arrangement. Moi, je crois pas. Je me serais dit une tomate mozzarella ou une bufala. Oui, effectivement. Non, parce que je dis ça parce que j'ai du caviar, là. T'as changé maintenant. Alors, je vous disais qu'on cuisinait pas de caviar au Elsa, mais on a essayé de trouver un caviar différent. Je fais un petit clin d'œil à Philippe Guichard, qui est un producteur de céréales qui se trouve dans le Lot-et-Garonne et qui fait aussi de la moutarde, qui est fait partie des plantes qui permettent de régénérer le sol quand on fait de la plantation de céréales, que je suis allée visiter pour un autre projet cet été. Et donc, il nous a envoyé des graines de moutarde noire et qu'on vient mettre sur cette assiette comme une quenelle de caviar en trompe-l'œil. La pauvre dame. Exactement. Qui a vraiment cru qu'on lui servait du caviar ce jour-là. C'est un peu plus petit, mais bon, voilà. Là, on vient jouer. Vous avez tu sais, vu le beluga, il est très fin. Comment? Le caviar beluga, il y en a qui avec des grains très fins. Je connais pas bien. Moi, je peux t'en parler, mais elle y a peut-être cru quand même. C'est ça. Et donc, là, en dessous, vous avez vu, on a ressoulevé la tomate, parce que j'avais oublié un petit élément. On a mis une pâte de noisettes. Pour contrebalancer l'acidité de la tomate, on vient toujours jouer sur la balance acidité-gras. Et là, je vais mettre un condiment à base de groseille et tomates qu'on a travaillé. C'est une purée de tomates réduite mixée avec des groseilles fraîches. Et donc ça, c'est un condiment. Et l'idée, c'est vraiment que les clients ils viennent s'amuser avec ces condiments et viennent chercher
les différentes saveurs. Là, j'ai mis quelques feuilles de tagette. La tomate, elle a été aussi légèrement marinée avec une huile de tagette. La tagette, c'est une herbe qui est très citronnée. J'ai longtemps cru que c'était partie de la famille des agrumes. Pas du tout. Et donc là, on finit avec quelques pétales de fleurs, de tagette. Ça sent super bon la tagette. Mettre ton nez dedans. Extrêmement frais, hein, très herbacé. Super frais. Et là, je finis avec des noisettes fraîches qui viennent... j'ai pas parlé des producteurs avec lesquels on travaillait. Là, ça vient du jardin des Antipodes, qui est à Menton, à côté de Monsieur Maro Calagreco. Qu'on retrouve à peu près dans une heure, je crois. Et qui s'appelle Alexandra Boyle, et qui nous fournit vraiment des produits d'exception, plutôt exotiques. Elle a beaucoup d'arbres fruitiers. En ce moment, elle nous fait des noisettes, elle nous fait des super figues. Elle nous a ramené un régime de bananes la semaine dernière. Donc assez intéressant aussi de voir que... Un régime de bananes. À cause du réchauffement climatique, on se retrouve avec de plus en plus de fruits exotiques qui poussent vraiment pas loin de chez nous. Donc ça, on a trouvé ça super étonnant. Et voilà. Et donc Manon a coloré un morceau de brioche qui vient complémenter ce plat de tomates. Et l'idée, c'est que ce morceau... en fait, quand on a commencé à faire ce plat, je me suis dit, c'est quand même assez déroutant, c'est assez acide, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pour contrebalancer ça? Et donc, on est venu mettre cette part de brioche qui est assez rassurante, qui apporte le confort peut-être nécessaire pour cette clientèle monégasque qui a besoin qu'on la prenne un peu par la main. Et cette brioche, elle vient aider à saucer le plat et apporter du gras à toute l'acidité du plat. La notion de confort qui doit aussi, évidemment, être au cœur d'une proposition. Quand on vient manger, on ne vient pas se faire du mal. Mais j'ai l'impression que ça a été pour toi une forme de révélation. Est-ce que je me trompe? Non pas qu'il faille du confort, mais peut-être de trouver des équilibres aussi entre ces différents dogmes sur lesquels on pourrait s'accrocher. Est-ce que, du coup, ça ne nous permettrait pas, pour les 10 dernières minutes, là, de se projeter littéralement aussi dans une vision de ton restaurant, puisque là, tu parles d'une population, d'un univers, effectivement. Où est-ce que tu as envie de vivre et de travailler et finalement de fabriquer ta prochaine histoire? Alors, la prochaine histoire, j'espère qu'elle va avoir lieu, à Paris. Parce que j'ai un projet de restaurant à Paris qui est toujours d'actualité et j'ai vraiment envie que ça aboutisse avec une partie de l'équipe, l'équipe qui est sur scène, plus d'autres gens en qui je crois et avec qui j'ai très peu parlé des filles, mais ça pour moi c'est super important d'avoir des filles dans mon équipe, de montrer aux filles qu'elles peuvent avoir des postes à responsabilité, qu'elles doivent avoir des postes à responsabilité, parce que moi là aujourd'hui j'ai 2 talents avec moi, Lorraine Barjou, Manon Poibeau, qui sortent toutes les 2. On peut les applaudir, merci. Et effectivement des appeler avec leur prénom et leur nom. Qui sortent toutes les 2 de grandes maisons, qui sont passées par l'Arpège toutes les 2, c'est là qu'elles se sont rencontrées. On peut faire un coucou à Alain Passard, merci de les avoir formés. Et... On espère qu'il va revenir aussi en cuisine, lui. Oui, on espère aussi. En tout cas, ils forment des talents et aujourd'hui, moi, l'enjeu aussi, c'est de porter des gens avec moi qui ont envie de faire des belles choses et de les accompagner dans ça et de les pousser, de ne pas être le chef omniprésent qui écrase et qui occulte son équipe. Pour moi, l'équipe, elle est très très importante. Sans ça, on n'est rien. Et j'essaie de faire en sorte qu'ils s'épanouissent et qu'ils trouvent un modèle où on essaie d'allier excellence, parce que ce métier, on en parlait ce matin sur la Scène Talk, il exige beaucoup, il faut de la rigueur, c'est un métier très dur, mais je pense qu'il y a une nouvelle voie qui est possible, une voie bienveillante, où les gens ne viennent pas au travail avec la boule au ventre, et où on essaie de les mettre en valeur et de les propulser pour qu'ils puissent s'exprimer aussi, eux, plus tard. Eh ben, on prend acte et on sera là au rendez-vous, évidemment, pour participer à cette future aventure. Alors vous voyez, là, Manon, elle est en train de construire la base d'une tourte.
une tourte de légumes qui a été notre sorte de plat signature. Il va falloir arrêter avec cette mention plat signature. C'est énervant. C'est horrible. Hein. J'allais dire un gros mot, mais effectivement, à Monaco, ça se dit toujours. La dame, peut-être ça la rassure. Mais tuons une fois pour toutes ce terme. Voilà, donc c'est un plat qu'on a fait évoluer toute la saison au fil des produits. En fait, on voulait faire un plat qui faisait un peu aussi, qui mettait en valeur la cuisine française et un peu le classicisme français. Parce que parfois, moi j'ai tendance à pas moi. pas forcément faire de show-off sur la cuisine technique, etc. Et on a voulu faire une tourte où on mettait en valeur une technique française, mais avec nos engagements d'aujourd'hui. Donc en faisant ces couches de légumes, entre chaque couche de légumes, là vous voyez, donc en fait aujourd'hui elle est jaune, mais au fur et à mesure des saisons, elle a évolué. Au printemps, elle était plutôt verte, blanche. Après, elle est devenue rouge, totalement rouge cet été, avec de la betterave, du poivron rouge. Et là, elle est devenue jaune, légumes de fin d'été, poivron jaune, courgette jaune. Et peut-être que tu as vu la présentation d'Alexandre Gauthier, qui a fait un monochrome aussi, très très beau. On était sur le jaune, donc des filiations. À votre père aussi également. Donc Manon, elle a fait ses couches de légumes. Entre chaque couche de légumes, elle met de la purée là, c'est une purée de butternut, Manon. Oui, c'est ça. Tu voudrais en parler un peu, Manon, ou pas? Si tu veux. Allez, vas-y, Manon. Bah, c'est super simple. En fait, on fait des étages de... On l'entend bien ou pas? On entend Manon. C'est C'est bon. bon. Courgette, poivron. Ensuite, on l'enfourne, on la pré-cuit et ensuite on peut la mettre en pâte et on va vous montrer le résultat de ce que ça fait quand on la sort du four. Ok, donc ça veut dire que là, finalement, on est dans la première étape qui va cuire littéralement les légumes qui ne vont pas intégralement cuire dans la pâte. C'est ça, okay, on les pré-cuit avant. Donc là, Manon, elle a fait donc, ses morceaux de légumes, elle a fait ses couches. On a mis... En fait, l'idée, c'est vraiment de monter une grosse tourte, enfin une grosse épaisseur de légumes. Peut-être on peut faire le petit tour de magie maintenant. Voilà, on fait le tour de magie maintenant. 1, 2, 3. Avec ces légumes qui ont confié longtemps au four. Et donc ça permet de faire évacuer le jus de la tourte et d'avoir ce côté un peu tian. Hein. On pense au tian de légumes classique méditerranéen. Et la petite étape qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on a récupéré toutes les parures de légumes. Dans la cuisine du Elsa, on laisse aller aucune parure de légumes à la poubelle. On récupère tout et on fait un jus de légumes. C'est le petit clin d'œil à Chiara. Donc en fait, on fait un jus de légumes dont le procédé est de faire torréfier les légumes, de le mouiller et de le faire réduire pendant très longtemps pour faire un jus très concentré. Et vous allez voir, ça ressemble plus ou moins à s'y méprendre. Reste avec nous. Ça va maintenant ? Tout va bien. Un jus de viande. Donc là, c'est notre tourte accrue au moment où on va la mettre au four en fait. Et Manon, elle a fait un petit montage avec des sortes de losanges, on va dire. Des petites feuilles. Des petites feuilles parce que c'est l'automne, bientôt. Ou des petits calissons, on pourrait dire aussi. Voilà. Oui. Au début, au printemps, il y avait une espèce de couronne de tresse. Et puis on l'a fait évoluer comme ça, en s'amusant avec des petits morceaux. On porte des couronnes encore à Monaco ou pas? Bien sûr, principauté, il faut respecter. Donc voilà, c'est aussi un petit hommage à l'imprincipauté, à ce côté un petit peu imposant de ce qu'on a vu. Et on est quand même sur une vision très patrimoniale, là encore. Hein. On pourrait attendre sur quelque chose de ultra contemporain. Non, Bien là, sûr. il y a aussi l'envie d'être sur un geste traditionnel, on peut le dire. Effectivement. Et encore une fois, je pense qu'on s'est adapté à ce cadre monégasque. Et je pense qu'on ne fera pas du tout la même cuisine à Paris. À Paris. Quoique, on verra. On verra, hein. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 1 minute 15. Donc, on va faire notre Combien 1 minute 15. Ah oui, c'est vraiment court, on a oublié quelque chose. On mange la tourte. Donc, Allez, la on peut faire la troisième... petite découpe de la tourte. Voilà, quand même. le troisième tour de magie qui... Voilà, c'est la tourte terminée. Attendez, moi je voudrais qu'on la voit bien parce que quand même, elle est d'une très très belle précision. Hop, Tu veux la couper? super, super. Vas-y, Manon. Peut-être ce qui était là l'année dernière, Sugio du restaurant botanique avait Ah fait... oui, c'est un hommage à Sugio aussi. Hein. On le salue, avait fait plutôt une tarte
aux légumes, qui avait aussi cet aspect extrêmement graphique. C'est pas pour vous foutre la pression, hein, mais c'était très très beau. Sugyo, on se parle beaucoup. C'est aussi important de se parler entre cuisiniers. C'est pas mal, ouais. Magnifique. Mais on peut applaudir Manon, qui a quand même réalisé 3 tours en un quart d'heure, hein, juste avant d'arriver. Et Lorraine, juste à côté, elle a préparé une salade avec... donc ça vient du jardin qui est juste à côté du Elsa, qui s'appelle le jardin d'Agerbol, avec Anna et Virgilio, qui ont cultivé la moitié des légumes à peu près qu'on a utilisés au restaurant Elsa, et qui font un travail formidable, et qui nous apportent ces salades tous les matins. Donc aussi, pareil, classicisme de cette salade servie à côté de la tourte. Et là, je viens verser ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce jus de légumes qui ressemble à s'y méprendre à un jus de viande. Jus de viande. Oui, on a le côté très sirupeux. Est-ce que je veux bien que tu me mettes une petite cuillère. Et Manon, avant qu'on conclue, oui. Tu disais cette cuisine que tu as découvert finalement aussi, qui s'est hybridé avec Monaco littéralement pour toi, qui t'a changé littéralement avec une découverte d'un univers, d'une clientèle et finalement aussi de tes propres règles. Elle a changé la cuisinière que tu étais et elle est en train de faire la cuisine que tu seras. À quoi va ressembler quand même on ne sera pas si loin quand même, je pense, à Paris, de cet esprit, l'envie d'une cuisine gastronomique, l'envie d'une élévation, l'envie aussi de proposer des séquences. Essaye de nous donner quand même quelques éléments de réponse sur ce qu'on va trouver justement dans ce futur. Et pas simplement du point de vue du menu ou de la cuisine. Bien sûr. Je pense qu'on veut vraiment faire un travail aussi bien au niveau de la salle que de la cuisine, très complémentaire. Je pense à Valentine et Mathieu qui, j'espère, me suivront. Et faire un travail global avec une équipe sur la recherche de pousser cette cuisine française, essayer d'allier tous nos engagements qu'on a sur les valeurs écologiques, humaines, et essayer d'amener cette gastronomie française à une juste place. Peut-être que la cuisine de demain ressemblera un peu à ça. On l'espère. On les applaudit toutes les trois. Manon, Lorraine, aujourd'hui chez Elsa et bientôt à Paris. Rapprochez-vous mesdames s'il vous plaît, on les applaudit. Merci beaucoup, on se retrouve rapidement dans 5 minutes pour l'avant-dernière masterclass. A tout de suite.